Il est 13h, merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Abderrahmane Cissé, en mission aux États-Unis d'Amérique, a eu un entretien à Washington avec la directrice générale du Millennium Challenge Corporation, Alice Albright. Il a présenté la vision de développement du président de la République, Alassane Ouattara, et sollicité un second programme compact du MCC pour la Côte d'Ivoire. Le top départ du SICA, le Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan, est donné. Une première édition à laquelle ont pris part les ministres de la communication et de la culture. Objectif de ce salon, favoriser la formation et l'émergence des talents et promouvoir l'industrie audiovisuelle. On en parle dans cette édition. Et puis dans l'actualité internationale en Espagne, plus de 37 millions d'électeurs sont appelés à voter pour les législatives ce dimanche. Le candidat conservateur Alberto Núñez Feijóo est donné favori par les sondages face au chef du gouvernement sortant, le socialiste Pedro Sánchez. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous suivre. Nous sommes en pleine saison des pluies et durant cette saison, certaines maladies s'invitent dans votre quotidien. Des maladies dites opportunistes comme la dengue, déjà 2 décès enregistrés pour plus de 90 cas recensés. La dengue, madame, monsieur, n'est pas le paludisme. La maladie est transmise par un moustique, le moustique tigre. Sa mission est simple et claire, vous infecter. Une stratégie est engagée par le ministère de la Santé pour faire face à cette épidémie. Et cette stratégie, nous en parlerons dans le détail avec le professeur Beignet Bivro-Joseph, directeur de l'Institut national d'hygiène publique de Côte d'Ivoire, qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors, professeur, dites-nous, peut-on parler d'urgence sanitaire ? Oui, effectivement, c'est une véritable urgence sanitaire. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, professeur, tournons ensemble nos regards vers les États-Unis d'Amérique, où séjourne en ce moment le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Abderrahmane Cissé, qui, comme nous le disions, en mission dans ce pays, a eu un entretien avec la directrice générale du Millennium Challenge Corporation, le MCC, Alice Albright. Abderrahmane Cissé, qui a présenté la vision de développement du chef de l'État, Alassane Ouattara, et sollicité un second programme compact du MCC pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous dit Viviane Haïma. Au cours de l'entretien qu'il a eu le vendredi 21 juillet dernier à Washington avec la directrice générale du Millennium Challenge Corporation, MCC, Alice Albright, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, par ailleurs président du conseil d'administration du Millennium Challenge et Côte d'Ivoire, Abderrahmane Cissé a présenté la vision de développement du président de la République Alassane Ouattara et sollicité un second programme compact du MCC pour la Côte d'Ivoire afin d'accompagner cette vision dont l'objectif est de créer une croissance forte et inclusive, d'améliorer le capital humain, de créer davantage d'emplois pour les jeunes et de poursuivre la mise en œuvre des réformes en faveur du secteur privé. Nous avons traduit à Madame Albright les salutations du président de la République et le désir de la Côte d'Ivoire de réussir ce partenariat main dans la main avec les États-Unis. La directrice générale du Millennium Challenge Corporation, MCC, Alice Albright, a salué le partenariat entre le MCC et la Côte d'Ivoire. Nous avons eu l'occasion d'échanger sur le partenariat que nous avons entre le MCC et la Côte d'Ivoire. C'est un partenariat qui est très important pour nous. Le programme se termine dans 2 ans. Nous avons parlé de toutes les étapes que nous devons mettre en œuvre pour pouvoir le réussir dans ces 2 années. Et puis nous avons aussi parlé des perspectives pour l'avenir. Le Millennium Challenge Corporation, MCC, est une agence américaine d'aide aux pays étrangers et qui a pour mission la lutte contre la pauvreté dans le monde. Retour en Côte d'Ivoire, direction Yamoussoukro, la capitale politique, où le projet de loi portant révision constitutionnelle a été adopté par la Commission des affaires générales institutionnelles et des collectivités territoriales du Sénat. Un projet de loi présenté par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambilé. Kader Sogodogo. Sansan Kambilé, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, est au Sénat dans le cadre du projet de révision constitutionnelle. Cette révision porte sur 3 articles, 90, 94 et 107 de la Constitution. Ce qu'il faut retenir de l'article 94, c'est que cet article réintroduit les 2 sessions qui avaient été abrogées précédemment, de sorte que au niveau du Parlement, on aura 2 sessions ordinaires, une session qui part de janvier à juin et une seconde qui part d'octobre à décembre. Et il a également été
proposé dans ce projet de loi la possibilité pour l'Assemblée nationale et le Sénat, réunis en congrès à la demande du président de la République, de procéder au réaménagement de leurs sessions ordinaires de façon exceptionnelle. Quant à l'article 107, il permet de conférer au président de la République un droit d'amendement. Le président de la République, dorénavant, à travers cette nouvelle disposition, pourra, avant l'adoption des textes par l'Assemblée nationale, procéder à l'amélioration de la qualité du projet de loi qu'il a fait parvenir au Parlement. Exposé des motifs, question des sénateurs, Sansan Kabilé apporte des éclaircies. Le projet de loi portant révision constitutionnelle est voté à la majorité en commission. Dans 24 heures, il reviendra à l'ensemble des sénateurs réunis en plénière de se prononcer. Et sortons des parvis du Sénat d'Yamoussoukro dans le secteur de la santé. Le ministre Pierre Damba a préparé une rencontre qui a réuni les partenaires publics et privés du domaine de la santé. Rencontre organisée pour la première fois à Abidjan par la Fédération ouest-africaine du secteur privé basée à Dakar au Sénégal. 3 jours de conférences, débats et panels en vue de réfléchir sur les voies et moyens de faire progresser le dialogue public-privé pour atteindre la couverture sanitaire universelle en Afrique de l'Ouest. Franck Quadio. Le dialogue public-privé en matière de santé au centre des échanges pour cette première conférence de haut niveau, initiative du secteur privé de la santé à travers la Fédération ouest-africaine du secteur privé de la santé. Thème, faire progresser le dialogue public-privé pour atteindre la couverture sanitaire universelle. Et la FOAPS nous a fait l'honneur de choisir notre pays, la Côte d'Ivoire, pour organiser sa première conférence politique de haut niveau. Et c'est une opportunité pour discuter d'un côté entre l'État et le secteur privé, de manière à instaurer un dialogue. La voix du secteur privé est essentielle aujourd'hui dans l'élaboration de politiques sanitaires publiques. Cette conférence nous offre d'ailleurs de belles opportunités. Le dialogue public-privé ou DPP amené à se renforcer, la Côte d'Ivoire adhère au message, surtout dans sa dimension réalisation de la couverture sanitaire universelle, un segment où les États auront besoin d'un apport accru du secteur privé. Le gouvernement ivoirien et le secteur privé se sont engagés à construire ensemble des infrastructures de soins de santé résilients afin de permettre l'équité en matière de santé et la souveraineté. D'ailleurs, un cadre a été mis en place, un cadre légal et réglementaire pour assainir le secteur. Actuellement, nous sommes en train de bâtir un système de financement qui soit durable pour le secteur privé et la feuille de route pour la délégation de tâches au secteur privé est en cours d'élaboration dans notre pays. Le secteur privé participe en moyenne à 50% de l'offre nationale de soins. Cette première conférence de haut niveau est un panel d'activités de 3 jours dont le clou aura été l'élection de l'Ivoirien Joseph Boguifo à la tête de la Fédération ouest-africaine du secteur privé de la santé. Et dans le secteur de la production pétrolière, la date de mise en exploitation du gisement pétrolier Baleine, situé dans le sud-est, au large de la station balnéaire d'Assouandé, a été annoncée par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sanga Fowa Coulibaly. Le 15 août 2023, les activités de production de ce gisement pétrolier démarreront. Lanciné Bakayoko. Les premières gouttes sont prêtes. La mise en production du gisement offshore Baleine découvert au large des côtes ivoiriennes devrait finalement démarrer dans 3 semaines, avec un débit moyen de 12 000 barils jour de pétrole brut. Le calendrier pour la mise en production de Nice se tient toujours et nous espérons les premiers barils au mois d'août. Donc d'ici le 15 août, nous espérons les premiers barils. La première phase d'exploitation de Baleine va permettre à court terme d'augmenter de 50% la production journalière de pétrole brut de la Côte d'Ivoire. Le développement rapide de Baleine a nécessité de gros investissements qui se sont traduits par le forage des 3 puits de production, dont la complétion quasiment achevée. Le développement rapide de Baleine a nécessité de gros investissements qui se sont traduits par le forage des 3 puits de production, dont la complétion quasiment achevée, la pose d'une canalisation de transport d'hydrocarbures de 80 km, ainsi que l'acquisition et la rénovation d'une unité flottante de production. Mais dans le secteur des hydrocarbures, le gros défi reste la matérialisation du contenu local. Le contenu local concerne toute la chaîne.
Notre ambition, c'est qu'un jour, des entreprises nationales puissent, elles aussi, opérer directement des blocs dans notre pays. C'est l'objectif en amont. Mais en aval, déjà, on a des entreprises et aussi, vous savez, pour ce qui est du raffinage, c'est l'exclusivité de la société nationale. Mais la distribution des produits pétroliers, des nationaux sont déjà bien impliqués. Donc nous voulons que sur l'ensemble de la chaîne de valeur, on ait des entreprises nationales. Le potentiel de ces gisements s'élève à 2 milliards de barils de pétrole brut et de 2400 milliards de pieds cubes de gaz associé. Depuis environ 3 semaines maintenant, la mesure de fermeture saisonnière des pêches marines est en vigueur, mesure adoptée par le gouvernement en vue de permettre aux espèces halieutiques de se reproduire en plus grande quantité et en qualité afin de faire face aux besoins des ménages. Les filets de pêche ont pris des vacances depuis l'entrée en vigueur de cette mesure. La vie s'est comme arrêtée sur les marchés aux poissons. Découpeurs de poissons et autres acteurs du marché baignent dans l'oisiveté. Les quelques poissons présents sur le marché ont vu leur valeur commerciale doubler et peut-être tripler. Reportage Khalil Diomandé, Walter Amadou Ouattara. Le marché de poissons d'Abobo-Doumé dans la commune de Yopougon, sous un calme qui rompt avec l'ambiance des jours habituels. Les étals des marchands sont en quasi-totalité déserts. Et pour cause, la fermeture temporaire des pêches marines depuis le 1er juillet 2023. Le marché est paralysé. Regarde même les tables. Je ne sais pas si les tables on installe et puis les clients viennent s'approvisionner. Mais aujourd'hui, là, regarde, il n'y a rien. Il faut regarder le marché. Un peu partout. Tout partout est vide. Depuis l'entrée en vigueur de la mesure du repos biologique, Donald et ses amis, découpeurs de poissons, ont rangé machettes et couteaux. Bon, avant la fermeture de la pêche, on peut répartir comme ça à la maison avec au moins 5 000 francs. Voilà, mais actuellement avec la fermeture là, bon là depuis le matin même, je suis venu, je n'ai pas encore eu de clients même pour découper le poisson. Actuellement, c'est pas bon. À défaut de s'approvisionner en espèces halieutiques de mer et pour éviter de se tourner le pouce, certains marchands font recours aux produits surgelés. Parce qu'avant, on peut vendre à 4 000, à 3 500, aujourd'hui ça vend à 6 000. Passons de 4 000, aujourd'hui ça vend à 6 500, 7 000. La bourse du consommateur est malheureusement impactée. Ça comme ça là, habituellement on vient 3 à 5 000. Aujourd'hui là c'est 1 à 4 500. Donc si tu as envoyé 10 000 pour payer poisson, mais tu ne peux plus. En dépit des difficultés engendrées par la fermeture des pêches, certains poissonniers et consommateurs voient le bien fondé de la mesure. La mesure est bonne pour permettre aux poissons de se reproduire. Les raisons pour lesquelles ça se fait, je crois que c'est ce qui est important. Je sais que après cette mesure, on aura peut-être beaucoup plus de poissons. Ça peut augmenter nos revenus parce que si plus on a du poisson, plus les revenus sont considérables. Donc c'est bon. On déplore le fait qu'on n'ait pas été avertis. Ils ne sont pas venus nous prévenir à temps. Pourtant, le ministère des Ressources animales et halieutiques indique avoir bien mené des actions de communication avant l'entrée en vigueur de la mesure. Cette mesure aurait dû être mise en œuvre depuis juillet 2022. Donc, depuis le mois de mai 2022, nous avons eu à rencontrer tous les acteurs. Et de nombreuses campagnes de sensibilisation ont continué jusqu'à l'atelier de Grand Bassam de novembre 2022. C'est la toute première fois que la fermeture saisonnière des pêches marines est appliquée en Côte d'Ivoire. Le Ghana la pratique depuis 2016. Une mesure hautement nécessaire selon le ministère des Ressources animales et halieutiques, car la production de la pêche marine en Côte d'Ivoire est passée de 69 000 tonnes en 2003 à 42 000 tonnes en 2020. Les activités reprendront le 31 juillet pour la pêche artisanale et le 31 août 2023 pour la pêche industrielle et semi-industrielle. Et en attendant que les marchés aux poissons retrouvent leur couleur et leur animation, le top départ du SICA, le Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan, est donné. Une première édition à laquelle ont pris part les ministres de la communication et de la culture, favoriser la formation et l'émergence des talents et promouvoir l'industrie audiovisuelle. Tels sont les objectifs de ce salon. Serge Pacomdidi, Abdoulaye Koné.
Le SICA vient de voir le jour. Le Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan se veut une plateforme de rencontre qui réunira dans la capitale économique ivoirienne les professionnels du secteur et des investisseurs internationaux. L'objectif principal est de valoriser le contenu audiovisuel. Pendant le SICA, d'importantes communications seront faites au cours des panels. Et avec la mobilisation de tous les professionnels du secteur audiovisuel et de la culture de notre pays, que nous relèverons le défi de l'organisation du SICA 2023 et de faire d'Abidjan la destination privilégiée de la création audiovisuelle. Pour un écosystème audiovisuel et cinématographique africain pourvoyeur d'emplois à l'ère du numérique, c'est le thème inaugural du salon co-organisé par le ministère de la Communication et celui de la Culture et de la Francophonie. L'intérêt du salon aujourd'hui est primordial parce que bien sûr, il va permettre de trouver ensemble des solutions sur le financement parce que le financement est clé dans le cadre de la diffusion, de la production, la réalisation de films. Le SICA vient donc combler un vide, notamment dans notre espace ouest africain. Au demeurant, il n'est pas normal que dans notre espace communautaire francophone, il n'y ait aucune initiative centrée sur la promotion du contenu audiovisuel. Le SICA est donc une réponse du gouvernement pour la promotion de l'œuvre audiovisuelle et sa valorisation. Plusieurs activités vont meubler ces journées de réflexion et de formation qui se tiendront du 20 au 22 novembre 2023. Et direction le nord de la Côte d'Ivoire, regardons à cet autre projet ambitieux qui va changer le visage de la commune de Boundiali, la construction d'une agora, un complexe sportif multifonctionnel sur un terrain de près de 3 hectares sur le site du stade municipal de Boundiali. La pose de la première pierre qui sonne le début des travaux a eu lieu hier samedi 22 juillet 2023 en présence de la députée maire, professeur Mariatou Koné, du ministre des Sports Paulin-Claude Danho et de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, son excellence Jean-Christophe Béliard, ainsi que des élus et cadres de la région de la Bagoué. Ami Sissoko. C'est parti pour les travaux de construction de l'agora de Boundiali. C'est le ministre des Sports Paulin-Claude Danho qui procède au lancement des travaux de cette infrastructure. Avec lui, la marraine de la cérémonie, Mariatou Koné, députée maire de Boundiali. Sur le site du stade municipal de 3 hectares, en plus des terrains de football, de handball et de basketball couverts, il est prévu une piste d'athlétisme, une salle de conférence et une infirmerie, entre autres. Un projet cofinancé par la France et la Côte d'Ivoire, d'où la présence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. L'agora, ça a déjà été dit, ce n'est pas uniquement du sport. C'est un espace pour les associations, pour les ONG, où les gens peuvent se rencontrer, échanger des idées. La députée maire Mariatou Koné s'est félicitée de ce projet qui va offrir aux jeunes de Boundiali et des environs un lieu où les disciplines sportives, artistiques et culturelles pourront allègrement s'exprimer, renforçant ainsi la cohésion sociale. Vous comprenez aisément donc, monsieur le ministre, la joie qui nous anime ce jour de voir un tel projet se réaliser à Boundiali. Sa matérialisation vient conforter l'ambition de notre plan de développement communal de faire du sport une industrie dont la mise en œuvre fait recours à la participation du secteur privé. Sur 11 agoras attendues sur l'ensemble du territoire, 7 seront réalisées à l'intérieur du pays selon le ministre Paulin-Claude Danho. Ces infrastructures visent la pratique sportive moderne, diversifiée et accessible à tous. Nous sommes les témoins oculaires et vivants de ce que le verbe est aujourd'hui en action. Le verbe est devenu action et nous sommes venus ici pour concrétiser cette action en lançant les travaux. La pose de la première pierre, mais nous lançons effectivement les travaux de l'agora de Boundiali. La cérémonie a été également l'occasion pour installer la présidente du comité local de soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire, la députée maire de Boundiali, Mariatou Koné, en prélude à la CAN de 2024. Pour mener donc à bien les activités sportives, le directeur régional des sports reçoit un véhicule.
Et dans le cadre d'une mission de benchmark dans le Royaume du Maroc, organisée par le projet de développement de la chaîne de valeur vivrière, une délégation ivoirienne a visité plusieurs centres d'incubation et des champs-écoles. Il s'agit pour cette délégation constituée de plusieurs acteurs intervenant dans le domaine agricole de s'inspirer du modèle marocain dans la mise en œuvre du projet de promotion de la chaîne de valeur vivrière et la mise en œuvre des projets à coût partagé du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Mamadou Kouassi. Notre ambition, c'est de pouvoir programmer un microclimat ou programmer une saison. C'est-à-dire demain, j'ai besoin de faire de bananier ici, je vais programmer les conditions pour que la température, l'humidité, etc. sera ajustée. Des explications de leur vision du champ du futur grâce à la technologie au digital marocain. Une plantation adaptée au changement climatique pour accroître la production et répondre à la loi du marché. Nous sommes à Green Open Lab, une ferme digitale qui fait la promotion du développement technologique agricole avec la contribution des startups marocaines. On essaie tout d'abord d'intégrer un peu plus la technologie, de les aider à diminuer leur consommation, bien plus à maîtriser leur consommation. Après, quand ils maîtrisent leur consommation, leur exploitation et tout, on peut partir plus. C'est nous qu'on va vers les agriculteurs, non pas le contraire. Mon objectif, c'est de faire un système par l'intelligence artificielle pour de différentes cultures. Alors, je travaille sur l'avocat, je travaille sur l'olivier pour redonner ce que l'arbre a perdu. Une initiative qui inspire bien le PDC2V, le projet de développement de la chaîne de valeur vivrière du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Les envoyés de ce projet ont eu droit au cours de leur visite dans ce centre, qui encadre plus de 500 000 agriculteurs marocains, à un coût magistral. La délégation ivoirienne se réjouit du partage d'expériences qui sera bénéfique aux producteurs ivoiriens dans l'exploitation de parcelles. Pour ce qui nous concerne, l'encadrement, nous sommes disposés et je pense que les programmes aujourd'hui qui sont en cours vont dans le sens de permettre à ce qu'on puisse apporter ce que nous avons apporté aux acteurs du monde agricole. Au niveau de toute la Côte d'Ivoire, on a 25 centres de développement vivrier qu'on va mettre en place et ces systèmes sont adaptés qui permettent de donner toutes les informations sur la parcelle, mais en même temps aussi sur toutes les applications qu'il faut en temps voulu et à des moments bien précis. Donc ça peut déjà s'adapter. Le deuxième niveau, on est en train de mettre en place des bénéficiaires du fonds à coût partagé, qui sont des bénéficiaires qui font de l'agriculture, mais en même temps, on doit pousser ces producteurs à changer de cap, donc à être sur une agriculture de précision. Cette visite d'immersion au Maroc, initiée par le projet de développement de la chaîne de valeur vivrière PDC2V, bénéficie du soutien de la Banque mondiale. La délégation s'est rendue par la suite dans des champs-écoles où sont mises en œuvre la technologie offerte par ces jeunes entrepreneurs marocains. C'est le cas de ce champ de fruits rouges qui produit plus de 10 tonnes à l'hectare. Reportage signé Mamadou Kouassi, ici en Côte d'Ivoire, le village d'Avagou. Nous sommes dans le département de Jacquesville, veut éviter les conflits liés au foncier. Le village a subi une pression foncière pour mieux encadrer les ventes de terrain et tout en préservant les terres cultivables. Un projet de lotissement a été initié depuis 2016. Les cadres et autorités villageoises se sont rencontrés pour faire le bilan des travaux réalisés et trouver des solutions aux problèmes identifiés. Jean-Marc Djadji. Le département de Jacquesville est une presqu'île située dans la région des Grands Ponts. Depuis l'inauguration du pont de Jacquesville en mars 2015, la localité subit une forte pression foncière. Avagou est un village du département de Jacquesville. À l'initiative des autorités coutumières, un projet de lotissement a été initié sur les 1200 hectares du patrimoine foncier du village. Pour préserver nos terres dans le village, nous avons décidé de faire le lotissement de toutes les terres de ce village. Depuis lors, c'est la ruée vers l'achat des lots. Les gens qui viennent acheter des lots, nous, ça nous arrange, puisqu'on ne peut pas garder les lots comme ça. Il faut bien qu'on les utilise. En les vendant, on a l'argent, ce qui nous permet d'améliorer notre école, améliorer notre centre de santé. Pour canaliser la vente des lots, un mode opératoire a été défini. Ici à Avagou, pour acquérir un terrain, il faut d'abord passer par le propriétaire terrien, celui qui a l'attestation d'attribution. Voilà, une fois que le propriétaire cédant vous a cédé le terrain, vous venez au secrétariat du comité de gestion qui se trouve présentement ici à Avagou. Ensuite, vous prenez une lettre de mutation qui se trouve au sein du bureau du comité de gestion, au secrétariat. Avec cette lettre de mutation, vous allez chez le propriétaire cédant,
qui signe pour dire que réellement il vous a cédé le terrain. Une fois les frais de cession payés, le dossier est soumis à la commission des litiges pour avis. Ensuite, l'attestation de cession est signée par le chef du village. L'acquéreur peut alors engager la procédure de demande de l'ACD. Toutefois, les autorités coutumières lancent un appel aux villageois. Même si on a faim, il faut qu'on garde un peu pour que nos enfants qui en vendront plus tard gagnent plus parce que les lots vont coûter un peu plus cher. Il faut mettre des garde-fous pour que toutes les terres ne soient pas vendues. On peut mettre des terres en location, ainsi de suite. Parallèlement, les cadres de la localité évaluent le projet de lotissement d'Avagou. Nos parents qui sont à 80-90% analphabètes, qui ne comprennent pas que moi j'ai 4 hectares et qu'on fasse le lotissement, que je me retrouve par exemple à 3 hectares et tout ça. C'est pour tout ça que nous sommes là. Parler des servitudes, des choses de la grande voie, parler de ce qui appartient à l'État, pour expliquer, pour que les parents soient satisfaits, pour qu'ils comprennent. Nous allons énumérer également les litiges, les contentieux entre familles, entre opérateurs et propriétaires, les cerner et trouver donc des solutions à ces différents contentieux. Si le modèle de gestion foncière d'Avagou réussit, cela pourrait être un cas d'école dans le département et éviter les conflits et instabilités liés à la pression foncière dans le département de Jacquesville. Le top départ de la colonie de vacances d'État 2023 a été donné à l'Ivoire Golf Club d'Abidjan. Une centaine d'enfants prennent part à cette colonie qui va se tenir à Bangourou, dans la région de Landénié-Djuablin. Patricia Omouetia. Creuset indéniable de socialisation et du vivre ensemble, la colonie de vacances d'État édition 2023 a démarré. L'objectif visé par cette activité est de contribuer à la prise en charge des enfants par des loisirs sains durant cette période des grandes vacances scolaires. Au cours de cette colonie d'État, les enfants participeront à des activités de loisirs axées sur le développement de leur personnalité, l'amélioration de leur capacité d'intégration et d'adaptation sociale. C'est ma première fois d'aller en colonie, je ne suis jamais allée. Je suis heureuse. J'ai hâte d'aller à Bengo et de découvrir des nouvelles choses. La directrice générale des loisirs a décliné les enjeux de cette colonie d'État. Le représentant du ministre du Tourisme a quant à lui mis l'accent sur les aspects sécuritaires, sanitaires et d'encadrement. C'est l'occasion pour les enfants, donc parlant de colonie d'État, pour les enfants de se retrouver, de pouvoir partager, échanger, apprendre. Donc, converser avec d'autres enfants, découvrir de nouvelles cultures. Et cette colonie d'État, justement, qui a lieu à Bengourou, permettra donc à nos différents enfants de rentrer de plein pied, on va dire, dans la culture ivoirienne. C'est encore plusieurs gages de sécurité que le ministère du Tourisme prend à l'effet de rassurer l'ensemble des parents qui ont eu confiance en cette colonie d'État pour que les différentes éditions, en passant par ce que nous avons réalisé cette année, se bonifient davantage et attirent le maximum d'enfants et de parents au niveau de la population ivoirienne. Pour cette édition de la colonie d'État, c'est 120 enfants et adolescents qui, durant 2 semaines, vont explorer la région de Landénié-Djuablin. Reportage de Patricia Omouetia, un mot de religion dans ce journal, direction la ville balnéaire de San Pedro, où les femmes issues de la section féminine de la Fédération des Églises évangéliques de Côte d'Ivoire se sont retrouvées pour une marche pour la paix. Elles ont également prié Dieu afin qu'il préserve notre pays de toute violence lors des élections locales à venir. Le point avec Sam Conan, notre correspondant permanent dans le Bas-Sassandra. C'est par une marche que les femmes chrétiennes de la commune de San Pedro, issues de la section féminine de la Fédération des Églises évangéliques de Côte d'Ivoire, ont débuté cette journée de prière pour la paix dans notre pays. Nous faisons la marche pour montrer à toute la ville de San Pedro que, connaissant l'impact que la femme a dans la société, nous avons prié pour la paix dans notre nation. Le 2 septembre prochain auront lieu les élections régionales et municipales. Les femmes évangéliques ont prié Dieu pour que ces élections se déroulent sans violence. Bientôt, c'est les élections. Et notre désir en tant que femmes, nous avons prié pour toutes ces organisations et le président pour qu'il y ait la paix, tout se passe dans la tranquillité, afin que nous, en tant que les mamans, nous soyons aussi en paix. La journée de prière pour la paix en Côte d'Ivoire, initiée par les femmes des églises évangéliques, s'est achevée par des moments de louange et d'adoration.
Et dans l'actualité internationale, en Espagne, plus de 37 millions d'électeurs sont appelés à voter pour les législatives dans ce pays ce dimanche. Le candidat conservateur Alberto Núñez Feijóo est donné favori par les sondages face au chef du gouvernement sortant, le socialiste Pedro Sánchez. Selon l'Institut national des statistiques, 20% des Espagnols étaient encore indécis il y a une semaine sur le choix de leur vote, mais aussi sur le fait de se rendre ou pas dans les urnes. Cette année, plus de 1,6 million d'électeurs vont voter pour la première fois lors de ces législatives. Place à présent au magazine ce dimanche. Déjà 2 décès enregistrés pour plus de 90 cas recensés à ce jour. La dengue sévit en Côte d'Ivoire et ce n'est pas un canular. On peut en mourir. Pour faire face à la maladie, une stratégie est définie par le ministère de la Santé. Vous êtes invité, population, à vous approprier cette stratégie afin de faire front contre la maladie. Pour en parler, notre invité nous a rejoint, le professeur Joseph Beignet-Bivreau, directeur de l'Institut national d'hygiène publique de Côte d'Ivoire. Professeur, merci de nous avoir rejoint à nouveau sur ce plateau. Pourquoi doit-on craindre cette maladie? Je vous en prie. Alors, nous devons craindre cette maladie parce que c'est une maladie qui est grave et c'est une maladie pourtant qu'on peut éviter facilement. Et nous devons craindre cette maladie parce que nous sommes en épidémie. C'est une véritable urgence de santé publique. Et nous avons des cas. Cocody, c'est l'épicentre. Et on a des cas et il y a même 2 décès, vous l'avez dit. Donc, c'est une urgence de santé publique. Et on doit craindre. Mais pourtant, il ne faut pas s'alarmer par... Il ne faut pas s'alarmer. Il ne faut surtout pas s'alarmer. Surtout pas s'alarmer, parce que l'État de Côte d'Ivoire a pris les dispositions. Monsieur le Président de la République lui-même a décaissé les fonds le plus rapidement possible pour que le plan qui a été élaboré par le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle soit déroulé. Ce que nous avons commencé depuis la déclaration de cette épidémie. Professeur, peut-on se faire dépister de cette maladie? Oui, on peut se faire dépister de cette maladie, mais c'est plutôt un diagnostic qu'on doit faire. Un diagnostic? Effectivement. C'est-à-dire, si vous présentez les signes de la maladie, il faut vous rendre rapidement à l'hôpital pour pouvoir vous faire diagnostiquer. Et là-bas, vous allez trouver des tests rapides qui seront mis en œuvre dès la semaine prochaine pour que vous puissiez être dépisté et traité automatiquement, mais gratuitement, que ce soit le diagnostic, que ce soit le traitement, tout est offert gratuitement par l'État de Côte d'Ivoire. À quel moment doit-on commencer de s'inquiéter? Si l'on fait une fièvre aiguë qui ne varie pas, à quel moment? Alors, dès que vous faites la fièvre, il faut automatiquement aller à l'hôpital parce que quand vous faites une fièvre, ça peut être un paludisme par ce temps de pluie, ça peut être la dengue, ça peut être la typhoïde, ça peut être la fièvre jaune. Donc, il faut aller à l'hôpital. Il faut s'inquiéter en ce moment-là. Donc, c'est à l'hôpital, justement, qu'on pourra faire le diagnostic différentiel et vous donner l'opportunité de vous soigner correctement. Alors, professeur, vous le disiez à l'instant, le chef de l'État qui n'a pas donc hésité à mettre les moyens à disposition dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Donc, la stratégie est déjà déployée sur le terrain, n'est-ce pas? Oui, ce plan de riposte qui est en train d'être déroulé comporte plusieurs stratégies. La première stratégie, c'est la stratégie de communication et de sensibilisation. Ce que nous avons commencé, ce que nous sommes en train de faire, et la sensibilisation surtout de la population à l'élimination des gîtes larvaires. Nous allons y arriver tout à l'heure. La deuxième stratégie, c'est la lutte anti-vectorielle. Parce que la dengue existe, parce que le moustique existe. Donc, il faut lutter contre ce moustique qui est le vecteur. Donc, c'est la lutte anti-vectorielle. Et cette lutte anti-vectorielle, elle a 2 composantes. La première composante, c'est une composante de destruction des lieux de reproduction de moustiques, c'est-à-dire les gîtes larvaires. Donc, c'est une lutte anti-larvaire. Et les lieux de reproduction de moustiques, on les connaît, c'est les récipients contenant de l'eau, notamment les récipients de stockage d'eau. On les trouve partout. Vous avez les fûts, vous avez les canaries pour stocker l'eau, vous avez les bidons qui ne sont pas souvent fermés et dans lesquels le moustique va venir pondre les œufs. Vous avez aussi les pneus usagés qui traînent dans la rue, quelquefois dans nos maisons. Vous avez également les jouets, les récipients abandonnés, comme les jouets, vous avez les boîtes de conserve, vous avez également même les baignoires abandonnés. On a vu même des lavabos abandonnés dans certaines maisons. Mais en plus de ça, vous avez également les arbres. L'arbre du voyageur, le bananier, ce sont là des arbres qui recueillent de l'eau
et qui vont être à l'origine de la prolifération des moustiques. Alors, pourtant, excusez-moi, pourtant, il y a une loi coloniale qui dit, de 1933, qui dit qu'il est interdit de planter des bananiers et des arbres du voyageur dans une situation d'agglomération. Ben, cela n'est pas forcément respecté. Mais nous avons aussi, comme en haute gîte larvaire, nous avons également les creux d'arbres et bien d'autres objets qui sont susceptibles de retenir de l'eau et qui vont être à l'origine de la prolifération des moustiques. Ça, c'est les gîtes larvaires. Maintenant, en dehors des gîtes larvaires, il faut également éliminer le moustique adulte lui-même. Donc, on va y arriver. Alors, professeur, après vous avoir écouté, quel est le premier geste que l'on peut tout de suite reproduire chez soi pour éviter la prolifération de cette maladie? Alors, pour éviter la prolifération de cette maladie, il faut mener cette lutte anti-larvaire, c'est-à-dire éliminer tout ce qui est récipient qui peut contenir de l'eau ou bien carrément fermer ces récipients. Donc, c'est simple. Quand vous prenez, vous avez un récipient contenant de l'eau comme une barille, comme un canari, il faut le fermer ou bien il faut vider l'eau que ça contient. Si vous l'avez abandonné, il faut renverser l'eau. Si c'est un jouet d'enfant qui contient de l'eau, il faut le renverser. Si c'est un pneu, il faut le mettre à l'abri de la pluie. Voilà des gestes simples. Si vous avez des récipients, vous avez des pots dans votre maison, des pots de fleurs, ces jolis pots qu'on entretient souvent dans nos maisons, il faut vider l'eau de ces fleurs tous les 2 à 3 jours pour que le moustique n'ait pas le temps de venir y produire ses œufs. Alors, professeur, sur le caractère préventif de cette action initiée par le ministère de la Santé, suivons ensemble cet élément de notre reporter Walter Amadou Ouattara. Une forte fièvre qui apparaît de façon subite. Elle peut être accompagnée de maux de ventre, de vomissements persistants, de douleurs aux articulations et d'une fatigue intense. Dans certains cas, le patient peut saigner ou en mourir. Ces différents symptômes constituent les principales caractéristiques de la dengue, une maladie mortelle qui refait surface en Côte d'Ivoire. L'épidémie qui a déjà tué 2 personnes sur 82 cas enregistrés prédomine à Cocody et à Bingerville. La dengue est une maladie virale transmise par la piqûre du moustique tigre. Pour freiner l'avancée de cette 6e épidémie de dengue, surtout en cette saison des pluies, des mesures d'hygiène s'imposent. Lutter contre le vecteur, c'est-à-dire se débarrasser de tout ce qui est gîte, larvaire, tous les endroits qui sont susceptibles, favorables au développement du moustique, que ce soit de l'eau propre, ou que ce soit de l'eau sale qui reste dans les pneus, dans les bois de sardines ou bien même sur les toits, surtout les végétations qui sont capables de recueillir de l'eau, c'est-à-dire les bananiers, les palmiers qui sont dans les jardins. Devant tout cas de fièvre associé ou non à d'autres symptômes, l'Institut national d'hygiène publique recommande de se rendre immédiatement dans un centre de santé. Il faut surtout éviter l'automédication. Alors, professeur, dans cet élément de notre reporter Walter Amadou Ouattara, et on nous présente un moustique tigre, qui porte d'ailleurs bien son nom au regard justement des couleurs qu'il affiche. Alors, qu'est-ce qui le différencie de l'anophèle? Alors, le moustique tigre, déjà par sa morphologie, vous avez vu qu'il est blanc-noir, à la différence du moustique du paludisme, qui est lui brun. Et le moustique tigre, il pique surtout la journée. En journée? Surtout la journée, alors que le moustique du paludisme, lui, il pique la nuit. Les 2 moustiques se nourrissent de pics et ils ont surtout la particularité de piquer pour sucer le sang qui va servir pour la maturation de leurs œufs. Et ils ont besoin tous les 2 de l'eau pour pondre leurs œufs dans ces œufs-là. Donc, 2 éléments importants. Le moustique, il a besoin de l'eau et du sang. Le sang, comme je l'ai dit, pour la maturation des œufs et des œufs, l'eau pour surtout y pondre des œufs. Donc, s'il n'y a pas de moustiques, il n'y a pas de dengue. C'est tout simple. Bon, ouais, voilà le message qu'on demande à la population. Donc, faisons en sorte de nous débarrasser de tous ces récipients qui contiennent de l'eau et que nous entretenons souvent dans nos maisons. Et je voudrais demander à la population, aujourd'hui, faites un tour dans votre maison. Autour de votre maison, vous allez voir tous ces récipients qui contiennent de l'eau dont on parle, surtout en cette saison de pluie, vous allez les trouver. Il faut les éliminer. Il faut mettre les enfants qui sont actuellement en congé à contribution.
ils peuvent contribuer vraiment à faire l'assainissement dans notre environnement. Ça, c'est vraiment important. Alors, professeur, pour endiguer cette épidémie, vos équipes sont déployées sur le terrain, n'est-ce pas? Alors, depuis la déclaration de l'épidémie, nous sommes déployés sur le terrain. Les équipes actuellement où je vous parle, les équipes sont sur le terrain en train de faire le tour dans les quartiers, en train d'aller maison en maison pour retrouver les résidents, les ménages, pour leur montrer ce que c'est qu'un gîte larvaire et puis leur dire surtout comment il faut les éliminer. Parce que le plus important, c'est ça, mais surtout, il faut que la population, après le passage de ces équipes-là, puisse elle-même s'approprier l'activité, la lutte, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Comment s'effectue cette répartition de vos équipes? Il est vrai que Cocody reste l'épicentre de la maladie, mais les autres communes ne sont pas épargnées. Oui, nous allons progressivement. Cocody, c'est l'épicentre. Donc, nous mettons le focus sur Cocody, où nous allons passer près d'un mois avec au moins une dizaine d'équipes qui vont aller au fur et à mesure. Nous allons de proche en proche. Et je vous précise qu'une fois que ces équipes qui passent de maison en maison sont passées, le lendemain, nous allons déployer la fumée avec des équipes motorisées, donc avec des camions qui vont donc fumer et mettre la fumée qui va tuer les moustiques adultes. Parce que c'est ça, tuer les bébés moustiques qui sont dans l'eau en éliminant les gîtes larvaires et puis tuer les moustiques adultes qui volent. Même mieux, nous allons utiliser des drones. Ça, c'est l'innovation de cette épidémie, de cette campagne-là. Nous allons utiliser des drones qui vont donc voler dans l'air et épandre la fumée pour pouvoir tuer les moustiques. Ça, c'est une grande innovation. Et en plus de ça, au niveau du diagnostic, l'État de Côte d'Ivoire a déployé des tests rapides. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous présentez les signes que vous allez à l'hôpital, immédiatement, en 10 minutes, on va vous faire le diagnostic différentiel si c'est la dengue ou bien si c'est le paludisme. Et est-ce qu'il faut débourser quelque chose pour... On n'a rien du tout à débourser. C'est gratuit, que ce soit le test TDR paludisme qu'on a l'habitude de faire, qui sera couplé désormais au test TDR de la dengue. Les deux sont gratuits et dans les 5 minutes, dans les 10 à 15 minutes, vous avez le diagnostic et il y a les traitements, les médicaments qui sont disponibles qu'on va vous faire gratuitement. Alors, professeur, vous faites bien de me précéder dans cette démarche explicative de votre méthode, parce que j'allais tout de suite vous demander, le district d'Abidjan, il y a plusieurs quartiers qui baignent dans la précarité, des quartiers habités par des populations. Quelle était la méthode que vous avez envisagée justement pour traiter ces quartiers? La fumigation, elle commence à partir de quand? Et comment va se répartir justement tout ce travail-là? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on commence par Cocody. Ce n'est pas du tout pour stigmatiser Cocody. Cocody, c'est le quartier, depuis qu'on a les épidémies, toutes les épidémies, les 6 épidémies, ont démarré toujours à Cocody. Mais pourquoi Cocody? Cocody parce que toutes les conditions sont réunies pour que l'épidémie survienne à Cocody. Cocody parce que c'est là où on trouve le plus de bananiers, le plus d'arbres de voyageurs, c'est là où on trouve les horticulteurs, c'est là où on trouve le plus de pneus également. En tout cas, toutes les conditions sont favorables. Et le moustique est là, je vous assure. Il y a 2 jours, nous avons visité une centaine de maisons à Cocody, dans un quartier de Cocody dont je ne citerai pas le nom. Nous avons trouvé sur les 100 maisons, 140 gîtes larvaires, 140 lieux de reproduction de moustiques. Et dans les 140 lieux de reproduction de moustiques, je vous assure que 80% contenaient les larves de ces moustiques. Professeur, est-ce qu'on peut vous contacter, vous et vos équipes, pour justement aller traiter ces gîtes larvaires, ces sites? Oui, on peut contacter. Est-ce qu'il existe un numéro? Oui, il y a le 143 ou bien le 101 au niveau du ministère de la Santé, de l'hygiène publique, de la couverture maladie universelle. Vous appelez à ce numéro-là. Je précise, 143, 101, vous appelez et on va vous diriger vers un spécialiste et une équipe viendra chez vous pour pouvoir faire l'investigation. Et donc dans les quartiers, on peut s'organiser en petits comités pour traquer ces sites? Oui, je pense que c'est ce qu'il faut le faire, c'est ce qu'il faut faire. Pour devancer vos équipes? Oui, nos équipes vont vous appuyer, mais il faut que l'équipe au niveau du quartier s'organise. Et on a vu dans certains quartiers où les gens se sont organisés. L'exemple d'Abata est un exemple vraiment probant. Après le lancement, vous avez vu que les chefs se sont engagés et ils sont en train de s'organiser pour pouvoir mener cette lutte de proche en proche dans tout le quartier. En clair, les populations doivent s'approprier cette lutte. Exactement, les populations doivent s'approprier cette lutte-là. Il faut que chacun en fasse son affaire. L'État fait sa part en mettant l'argent à disposition.
et nous avons commencé la stratégie. Mais les populations doivent faire leur part. Vous et moi, chers parents qui m'écoutez, qui me voyez, vous devez jouer votre part. Si vous voulez que l'épidémie de dengue finisse en Côte d'Ivoire, il faut que chacun y contribue. Nous tous, nous devons faire front commun pour bouter la dengue hors de la Côte d'Ivoire. Et le message est bien passé. C'est sur ces mots, madame, monsieur, que s'achève cette édition. Rappelant que dans le cadre du Dimanche Magazine, nous recevions le professeur Beignet Bivro-Joseph, directeur de l'Institut national d'hygiène publique de la Côte d'Ivoire. Avec lui, nous avons parlé de la stratégie déployée par le ministère de la Santé pour lutter contre l'épidémie de dengue signalée dans notre pays. Déjà 2 décès à recenser pour plus de 90 cas à ce jour. Le mot d'ordre est clair. Population, vous êtes invités à vous approprier cette stratégie afin d'éliminer les potentiels foyers de cette maladie. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.